Donc on a vu jusqu'à maintenant la notion de fracture et de faille, où se trouvaient les principales failles sur Terre, et comment on pouvait décrire une faille en termes d'anatomie, sa forme, les différentes blocs de faille, les épontes, toit, mur, tout ça, et puis ce qu'on trouvait au niveau d'une faille en termes de roche. Donc il y a une notion importante qu'on a abordée au début et qu'on va reprendre maintenant, c'est la notion de déplacement sur une faille. Je vous le rappelle, une faille, c'est une fracture cisaillante impliquant un glissement relatif de deux blocs supérieur à 0,5 mm. Donc cette quantité de déplacement relatif entre les deux blocs, c'est ce qu'on appelle le rejet. Donc, quantité de déplacement entre deux blocs, c'est le rejet. Alors ce rejet, on peut le décomposer en différentes composantes, principalement, et ça va me permettre d'introduire la classification des différents types de failles par la suite, principalement on distingue la composante horizontale de la composante verticale. Sur ce schéma, vous avez le vrai rejet qui est ici en bleu, qui est, euh, qui est marqué par le déplacement des strates violettes que vous avez sur les deux blocs. Et ce vrai rejet, il peut se décomposer en un mouvement horizontal et un mouvement vertical. Si on regarde la coupe qui est faite le long parallèle à ce rejet, à ce vecteur bleu, donc c'est la coupe section 2, on a en effet un mouvement horizontal dans le plan horizontal et un mouvement vertical dans le plan vertical. Donc ces deux composantes vont permettre par la suite de décrire différents types de failles, de classifier les différents types de failles. Alors il existe d'autres composantes un peu plus complexes que vous avez notamment indiquées ici sur ce schéma, qui s'appelle la séparation de pente et la séparation de direction. Je ne rentre pas dans ces détails-là, c'est des choses qu'on va revoir en TD. Alors attention, une notion très importante aussi associée à ce rejet, c'est la notion de rejet vrai versus rejet apparent. Souvent, on observe les failles seulement en deux dimensions, soit sur un affleurement, soit sur une coupe, soit sur une carte. Et donc on voit seulement un rejet qui est apparent et qui peut être très différent du rejet vrai qui lui seul traduit le déplacement total de la faille. Alors pour preuve, ce petit schéma, vous avez un déplacement entre deux blocs qu'on voit à droite où on a la partie supérieure qui a été mise en transparence et le vrai déplacement c'est un des deux vecteurs rouges. On n'est pas sûr puisqu'on n'a pas de marqueur très précis, mais c'est soit le vecteur AB soit le vecteur AF. Et en fait ça c'est le vrai déplacement et lorsque on regarde en carte, donc dans la partie gauche en carte ou en coupe, eh bien, on s'aperçoit qu'on a un déplacement apparent, horizontal ou vertical, qui est différent du déplacement vrai. Donc attention, attention, lorsque vous êtes en coupe, lorsque vous êtes en carte, lorsque vous avez un affleurement dans les yeux, ce que vous voyez, c'est un déplacement apparent qui n'est pas forcément le même que le déplacement vrai. Alors comment fait-on pour trouver ce vrai déplacement, celui qui est important en termes de géologie structurale? Eh bien, on a besoin d'un repère sans ambiguïté de part et d'autre de la faille. Alors ça peut être par exemple une courbure au niveau d'un pli, comme vous avez à gauche là. On retrouve bien la même courbure de part et d'autre de la faille, et donc on peut replacer les choses en face l'une de l'autre, et donc quantifier le vrai déplacement. De la même manière, à droite, vous avez le plan bleu S1 et le plan vert S2 qui s'intersectent. Et donc, cette intersection au niveau du plan de faille, qui est en rose, donne un point, donc un marqueur très précis qu'on peut retrouver de part et d'autre de la faille, et donc quantifier le déplacement associé. Alors, cette notion de rejet, en quoi est-elle importante? Elle est importante en ingénierie et d'une manière plus générale pour la prévention des aléas sismiques et des risques naturels. Euh, il faut savoir que la magnitude d'un séisme dépend de la surface de rupture de la faille, et cette surface dépend de quoi? Eh bien, dépend de la longueur de la faille qui a rompu et du rejeu qui a rompu. Donc par exemple, là sur les photos, vous avez des exemples de rejeux associés à des séismes, celui de 1999 à Taïwan, avec la piste cyclable, piste d'athlétisme pardon, qui est décalée de plusieurs mètres, et puis à droite des photos historiques avec le décalage d'une barrière près de San Francisco lors du séisme de 1906 qui a fait beaucoup de dégâts et beaucoup de morts. Alors
Cette quantification du rejet donc, a une importance pour l'étude des failles, la compréhension des mécanismes associés au séisme, la prévention des séismes, et donc pour les notions de risque naturel, et en conséquence pour la géotechnique qu'il y a en prévention, la construction des bâtiments qu'il peut être nécessaire de faire dans les zones à aléas sismiques importants. Alors un exemple plus proche de nous, l'importance d'étudier le rejet sur les failles, et une illustration, je vous en ai déjà parlé, c'est la crise sismique qu'il y a eu en août et octobre dans la région d'Amatrice en Italie, qui a fait malheureusement près de 300 morts, avec des séismes de magnitude autour de 6, donc pas très importants, mais associés à des bâtiments vétustes et anciens, donc ça a fait générer des destructions comme vous avez ici à gauche. Le rejet qu'il y a eu lieu lors de ces séismes, je vous l'ai déjà montré sur cette photo avec la flèche rouge. C'est cette zone blanche, c'est la zone qui a été mise à l'air libre suite à l'effondrement du bloc où se trouvent les étudiants, effondrement qui s'est fait en quelques secondes, quelques minutes lors des séismes en 2016. Donc voilà une illustration de l'importance de quantifier, de comprendre les rejets et les rejets vrais par rapport aux rejets apparents.